Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Arca. Nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de la pyramide de Falicon et nous sommes venus visiter ce vestige remarquable en présence de Pierre Bénit. Nous nous trouvons à l'entrée de la grotte de Falicon, grotte qui se trouve sous la pyramide. Donc ce site est assez inattendu puisqu'on a une petite pyramide à flanc de colline au-dessus d'une grotte. Bien sûr, la question qui se pose, que vient faire cette pyramide? Quand a-t-elle été construite? Disons-le d'emblée, aucun document ne dit la pyramide a été construite en 1600 pour telle raison. En revanche, nous avons davantage d'informations sur la découverte de la grotte. Officiellement, elle eut lieu en 1803. C'est un poème écrit par le découvreur de la grotte qui, en quelque sorte, nous raconte l'histoire de sa découverte. Cette découverte, d'ailleurs, va faire couler de l'encre dès les mois qui vont suivre cette découverte, puisque dans les journaux italiens, dans les journaux anglais, français et allemands aussi, on dira une grotte exceptionnelle vient d'être découverte dans les environs de Nice, à Falicon. Elle peut contenir environ 400 personnes et les rayons du soleil, par moments, y font le plus bel effet. Remarquons au passage qu'on ne parle pas de la pyramide. De son côté, le découvreur, Domenico Rossetti, à l'époque d'ailleurs, il ne dit pas exactement d'où il vient. On pense qu'il vient de Turin, mais ce n'est pas la réalité, va trouver cette grotte très belle et elle va lui inspirer un poème de 1320 vers, un poème en italien de 116 pages qui va s'appeler la Grotta di Montecalvo ou la grotte du Mont Chauve, car cette grotte est située sur les contreforts du Mont Chauve, qui est la principale montagne de 830 mètres d'altitude des environs de Nice. Et donc son poème est composé de 3 parties. La première partie est surtout consacrée à la description, à l'histoire de Nice.
La deuxième partie raconte son ascension. Et la troisième partie parle de la deuxième salle. Parce qu'il y a une première salle qui est la plus facile d'accès, la plus jolie, et une deuxième salle qui est beaucoup plus difficile d'accès et qui descend environ jusqu'à moins 55 mètres. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on était au début de la spéléologie. Donc pour lui, ça a été un des temps forts de sa vie en fait. Il était avocat et alors ce qui est remarquable et très intéressant pour nous avec ce poème publié à Turin en 1804, c'est qu'il est illustré par un frontispice, un dessin. Sur ce dessin, on voit notre Domenico Rossetti, environ âgé à l'époque d'une trentaine d'années, entouré d'un côté d'une tour et de l'autre côté une petite pyramide qu'il pointe du doigt. Donc il pointe du doigt une pyramide et son poème s'intitule La grotte du Mont Chauve et ce frontispice est légendé de la façon suivante: l'avocat Domenico Rossetti, découvreur de la grotte du Mont Chauve, le 24 mars 1803. Donc il explique les circonstances de la découverte. Il était dans les environs, dans le quartier, pour étudier les propriétés d'une eau qu'on appelait la Fontaine Sainte. Et il demande, alors qu'il se trouvait sur le domaine de M. Vinaille, il demande s'il n'y a pas quelques monuments antiques dans le secteur. On lui dit, écoutez, dans le secteur, il y a un trou vers le sommet de la montagne d'où s'échappent de nombreuses chauves-souris à la tombée du jour. Donc il y va, il monte, et puis d'abord il voit un trou très très sombre, c'est inquiétant, et tout d'un coup il y a un rayon de soleil qui illumine la grotte, et là il a l'impression de voir des merveilles. Et donc il va être enthousiasmé, il va être inspiré, et comme il est poète, il va donc composer ce long poème. Et il faudra donc attendre ensuite ce long poème donc qu'il dédie, j'allais dire bien sûr, au propriétaire de la grotte, Jean-Jacques Vinaille, conseiller à la préfecture de Turin, et qui possédait d'autres propriétés dans la région niçoise, et son frère aussi était de la région. Et donc il faut bien voir que Turin, à cette époque-là, est française. Elle est française depuis fin 1802, elle le sera jusqu'en 1814. Et surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'est pas quelques années après la campagne d'Égypte de Bonaparte, 1798-1799, et la mode de l'égyptomanie bat son plein. Donc, jusque-là, voilà, il y a ce site qui est connu comme étant une jolie grotte. On arrive ensuite au premier document vraiment très important, en 1814, l'album d'Auguste de Louvois, Nice et ses environs. Il y a une vingtaine de sites de la région niçoise qui sont présentés, dont les grottes de Falicon. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a un dessin, et puis il y a une 10-15 lignes qui décrivent le site. Et on peut lire: cette grotte est recouverte d'une pyramide élevée sur le flanc de la colline. Et sur le dessin, on voit donc essentiellement l'intérieur de la grotte et on voit un tout petit bout de pyramide en haut du dessin, de la maçonnerie de la pyramide. Par la suite, le site va attirer de nombreux touristes, des Anglais, des étrangers, donc certains seront enthousiasmés, d'autres moins. Et ainsi, au XIXe siècle, la grotte est assez connue pour ses beautés. Il faudra ensuite attendre 1901 pour qu'on retrouve une trace de la pyramide. C'est un compte-rendu de Jules Gabet dans une publication de spéléologie intitulée Le gouffre de Ratapignata, puisque Ratapignata veut dire chauve-souris en Issarte, et donc la grotte s'appelle aussi bien grotte de Falicon, grotte du Mont Chauve ou grotte de la Ratapignata.
Et donc dans cet article, il dit l'entrée de la grotte est surmontée d'une pyramide dont l'origine n'est rien moins que mystérieuse. Et il dit aussi que l'entrée de la pyramide est surmontée d'une inscription illisible, en 1901. Et là, pour la première fois, il fait des hypothèses sur l'utilisation de la grotte, et il se demande s'il ne pouvait pas y avoir des pythonis à l'époque romaine qui auraient profité des effluves, des profondeurs pour être inspirés. Le temps passe et c'est en 1927 qu'on va commencer vraiment à parler de la pyramide de façon un peu plus importante, avec une série d'articles qui ont été écrits grâce à une interview, une rencontre avec un monsieur qui habitait le Mont Chauve, qui s'appelait Étienne Gotland. Étienne Gotland, c'était un monsieur assez extraordinaire, qui était un peu médium, un peu radiesthésiste, qui s'intéressait aussi au spiritisme, qui s'intéressait aussi beaucoup à Victor Hugo, très cultivé. Et lui ça a été enthousiasmé par le site. Et pour lui, la pyramide était carrément d'époque celtique. Il s'est aussi beaucoup intéressé à un escalier à 7 marches. 7 marches, 8 marches, ça dépend des dessins, mais qu'il a mesuré d'ailleurs. Ça serait intéressant de réfléchir à ces mesures. Et il pensait que c'était un autel qui aurait pu servir à des initiations anciennes. Parce que il était très intéressant de noter qu'à certains moments, nous avons le soleil, les rayons du soleil qui pénètrent dans la grotte et qui produisent un effet très particulier. Donc son idée, c'était qu'à certains moments, l'initié se trouvait en haut des marches et qu'il recevait l'illumination par le soleil. Donc là, on est dans les années 30. Le temps passe, on a quelques articles, et puis on va arriver dans les années 60. Et là, en 1967, Robert Charroux, célèbre pour ses recherches sur les trésors, un homme très dynamique, qui a beaucoup voyagé, qui a écrit des livres fantastiques, va venir ici, grâce à Guy Tarat, qui va lui indiquer l'endroit, et il va consacrer un chapitre de son livre, le livre des maîtres du monde, à Falicon, un chapitre qu'il intitule « La pyramide de France ». Il va reprendre essentiellement en fait ce que dit Étienne Gotland, et voilà, il va commencer aussi à parler aussi de l'hypothèse d'un possible culte du dieu Mitra qui aurait eu lieu ici, une divinité iranienne reprise par les Romains. Et son livre va avoir beaucoup de succès, donc à partir de ce moment-là, la pyramide commence à être vraiment bien connue. Et un premier livre lui sera consacré, donc en 1970, le livre de Maurice Guingamp, c'était son premier livre, avec un titre extraordinaire, Falicon, pyramide templière. Évidemment, il y a certains qui vont être fascinés, éblouis par ce titre, et puis d'autres, les archéologues, qui vont commencer à s'exprimer et à dire non, c'est pas possible, c'est pas sérieux, ce site n'a rien de templier. Et les archéologues de l'époque vont constater que dans les environs de la grotte, il y a des vestiges romains, donc ils vont suggérer que ce site aurait pu effectivement être connu des Romains, et ils vont faire un rapprochement entre les 7 marches de l'escalier et les 7 degrés du culte de Mitra, et le fait que ce culte se déroulait dans des grottes, avec le soleil qui pénétrait par moment, pour dire que l'hypothèse d'un culte de Mitra célébré dans la grotte était possible. Donc, quelque chose d'intéressant à noter au niveau du frontispice, c'est donc qu'il y a la pyramide et il y a la tour de la Bastide. La Bastide, en fait, c'est le domaine dans lequel habite Jean-Jacques Vinaille, le propriétaire de la grotte, auquel le poème est dédié. Et
comme la pyramide, la tour de la Bastide aussi va être l'objet de plusieurs datations, si on peut dire. Certains vont dire qu'elle est, qui dit Bastide dit Templier, qu'elle était connue des Templiers, et puis d'autres vont dire qu'elle est simplement du XVIIe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle. Donc il y a de nombreuses incertitudes. Au début des années 80, une archéologue, membre de l'IPAM, Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes-Méditerranée, va proposer un autre scénario, à savoir que la pyramide a été construite après la découverte de la grotte en 1803. Donc, possiblement, entre 1803 et 1814, date de cette première mention de la présence de la pyramide. Alors, ça semble assez logique. Ça semble assez logique, puisqu'on n'a aucun document qui parle du site, en fait, avant 1803. Donc, affirmer que la pyramide est d'époque romaine, c'est très aventureux, puisqu'on n'a aucune preuve. Nous nous trouvons maintenant au centre de la première salle de la grotte. Donc c'est la salle la plus visitée, la plus facile d'accès. Alors, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Il y a des stalactites, des stalagmites, et le stalagmite le plus impressionnant, c'est celui qui est au centre. C'est celui-là, on a l'impression qui soutient l'ensemble. C'est celui qui est représenté sur les gravures du XIXe siècle. On en connaît 4 ou 5. Et sur ces gravures, on voit des dames en jolie tenue, s'émerveillant devant cette structure. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on a l'impression, certains y ont vu un visage avec la bouche, le nez, les yeux. Un visage que certains ont qualifié peut-être de diabolique, certains ont même dit que ça pouvait être le Baphomet des Templiers. Après, on a cette espèce de rocher là, en forme de selle, en forme de dromadaire. Certains disent que si on s'assoit dessus, si on médite profondément, on voit des choses, on ressent des choses incroyables. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'on passe dans d'autres dimensions, mais peut-être on accède à d'autres niveaux. Après, on a l'escalier, une sorte d'escalier à 7 marches, qui alors lui aussi a donné lieu à différentes interprétations. Certains ont dit que c'était un des éléments d'un rituel, que l'initié gravissait ces escaliers. Donc c'est une sorte d'autel en quelque sorte, à 7 marches, avec le 7 comme chiffre significatif. Et puis d'autres, plus prosaïquement, se basant simplement sur les gravures du XIXe siècle, disent que cet escalier a été construit pour faciliter la descente, puisque sur ces gravures, on voit soit des échelles, soit même une rampe en bois qui se termine sur cet escalier. Ensuite, ici, nous avons un petit trou qui permet d'accéder à la seconde salle. Alors là, l'accès est beaucoup plus difficile, il faut être beaucoup plus expérimenté, avoir du meilleur matériel. Il y a une partie qui est vraiment, vraiment difficile, étroite, et puis on accède à une salle qui est assez grande, peut-être moins étendue, mais voilà, qui est intéressante aussi. On descend en bas, on doit descendre donc jusqu'à moins 55. Ici, on doit être à peu près à moins 20. Et puis partout, il y a certains ont vu des draperies, certains ont cru distinguer des formes d'animaux. Et donc cet endroit a inspiré notre poète Domenico Rossetti, qui a été ébloui par l'endroit. Et
Et certains ont imaginé que quelque part, soit dans cette salle, soit plus bas, aurait été caché un trésor. Peut-être les Templiers. À cela s'ajoute une légende selon laquelle il y aurait un souterrain qui partirait des parties les plus basses de ce gouffre et qui communiquerait avec la Bastide qui est en contrebas, une sorte de tour. La tour de la Bastide que l'on voit sur le dessin, le frontispice du poème de Domenico Rossetti. Donc il y aurait un lien entre les profondeurs de la pyramide et cette tour, et un trésor aurait été enfoui quelque part entre les deux.